Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau tour de l'actualité. Au sommaire, le Togo prévoit d'organiser des élections législatives et régionales au cours du premier trimestre de l'année 2024. Pour la bonne tenue de ces élections, des modifications ont été apportées au code électoral. On en découvrira un peu plus dans ce journal. Également dans cette édition, nous nous intéresserons au budget adopté par le Conseil de l'Entente pour financer son plan stratégique à 2024-2028. À l'international, pour les élections en RDC, les Congolais de la diaspora pourront eux aussi participer au vote. C'est en effet une première cette année. De nouvelles mesures qui réjouissent certains, mais laissent d'autres dubitatifs quant à la bonne condition de ces votes et la transparence dans ces élections. On y reviendra. Aussi à Londres, des manifestants sont sortis dans la rue pour montrer leur opposition à l'adoption de la loi portant le renvoi des migrants rwandais vers leur terre natale. Vous le verrez. Voici tout pour le menu de ce soir. Restez avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le Togo se prépare pour les élections législatives et régionales prévues pour 2024. Lors d'un conseil de ministres tenu ce lundi, le gouvernement a apporté plusieurs modifications. Quelles sont ces modifications apportées et comment le pays se prépare pour les élections qui arrivent? Les éléments de réponse dans cet élément. Le gouvernement togolais autorise la modification du code électoral en vigueur. Ceci à travers l'adoption d'un projet de loi portant modification de la loi organique de juillet 2012 fixant le nombre des députés à l'Assemblée nationale et les régimes d'élection en vigueur depuis 2013. Projet de loi adopté en Conseil des ministres lundi. Les modifications prévues pour le code électoral permettront de prévoir les modalités de l'organisation des scrutins multiples et de prendre en compte les délais, les candidatures, les cautions et les délais des décisions en cas de recours. Cette modification intervient sur réquisition du cadre permanent de concertation entre acteurs politiques, le CPC. Ce cadre avait retenu que des députés soient attribués à chaque commune, ce qui oblige une modification du code électoral, en l'occurrence le découpage, le nombre des députés, les circonscriptions électorales et la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. Selon le Conseil, la procédure législative poursuivra son cours normal pour permettre la tenue des consultations prochaines dans un cadre inclusif, apaisé et sécurisé. En définitive, les élections régionales et législatives seront couplées et se tiendront dans le premier trimestre de l'année 2024. Désormais, les parieurs de jeux de hasard vont contribuer à l'élargissement de l'assiette fiscale dans le cadre des efforts continus pour renforcer les recettes de l'État. C'est la nouvelle mesure prise par l'État togolais et qui pourrait être effective à partir de janvier 2024. Plus de détails dans cet élément de Bernard Canvi. Il suffit de faire un tour devant les agences et points de jeu de la Loterie nationale togolaise pour se rendre compte de l'engouement que suscitent les jeux de hasard auprès des Togolais. Les parieurs vont désormais contribuer à élargir l'assiette fiscale dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour renforcer les recettes de l'État. En effet, les revenus individuels issus des jeux de hasard pourraient être taxés à partir du 1er janvier 2024. Selon les nouvelles mesures, les gains de loterie et autres jeux de hasard seront désormais soumis à une retenue à la source à hauteur de 5%. Ainsi, les parieurs se verront prélever l'impôt directement sur leurs gains. Cette mesure a pour but d'augmenter les recettes de l'État. Ceci va aussi contribuer à réguler le secteur des jeux de hasard. Selon les autorités, la mise en œuvre de ces mesures va permettre d'augmenter les recettes fiscales de 14% et s'élevant à plus de 1042 milliards de francs CFA. Le Togo vise l'électrification universelle d'ici 2030 avec des progrès notables depuis 2005, atteignant un taux d'accès à l'électricité de 55,7% en 2021. Plus de détails dans cet élément signé Harold Messanto. Le Togo s'est fixé comme objectif d'assurer un accès universel à l'électricité pour tous ses citoyens d'ici 2030, dans le cadre de sa feuille de route gouvernementale 2020-2025. Ces stratégies d'électrification nationale reposent sur une approche intégrée, combinant l'extension du réseau traditionnel et l'utilisation de technologies hors réseau, telles que les mini-grids et les kits solaires. Depuis 2005, le pays a entrepris des mesures significatives pour accroître son taux d'électrification,
passant de 18% à plus de 50% en 2019. Actuellement, le pays multiplie ses efforts en mettant en œuvre une série de projets et initiatives cruciaux. Parmi les réalisations notables figure la centrale Kekeli Efficient Power avec une capacité de 65 MW produisant 526 GWh par an et la centrale photovoltaïque de Blita générant 90 255 MWh annuellement avec sa puissance installée de 50 MW. Le gouvernement a récemment lancé le projet de réforme et d'investissement dans le secteur de l'énergie au Togo PRI7, financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Ce projet vise à réhabiliter le réseau électrique de Lomé, accroître la puissance électrique de 80 000 ménages et entreprises et connecter 20 000 nouveaux abonnés. Parallèlement, le projet d'électrification rurale de 77 localités identifie les meilleurs pour l'électrification à travers des mini-réseaux alimentés par des énergies renouvelables. Un nouvel accord signé en marge des négociations de la COP28 le 4 décembre dernier devrait permettre la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Sokodé à la mi-2024. Le Conseil de l'Entente a adopté un budget de 43 milliards de francs CFA afin de financer son plan stratégique 2024-2028. Il a été approuvé le samedi 16 décembre 2023 dernier à Lomé. Les détails dans cet élément signé Gloire Lodonou. Le Conseil de l'Entente a adopté un budget de 43,8 milliards de francs CFA pour financer son plan stratégique 2024-2028 lors de la 21e réunion ordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'organisation sous-régionale tenue à Lomé le samedi dernier. Les ressources seront donc utilisées pour renforcer la paix, la solidarité, la sécurité et le développement durable au service des communautés sur la période 2024-2028. Le financement du plan stratégique reposera sur les contributions des États d'une part et sur la mobilisation des ressources auprès des institutions de financement du développement d'autre part. Selon Watabouna Ouattara, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, le besoin de refinancement est une nécessité pour relever les nombreux défis qui lui sont posés. Il note que le plan stratégique 2024-2028 permettra de faire du Conseil de l'Entente une organisation efficace, résiliente au service des populations. Notons que le Conseil de l'Entente est la doyenne des institutions sous-régionales ouest-africaines et a été créé le 29 mai 1959. Toujours en Conseil de ministres, hier, il a été adopté un projet de loi portant une loi cadre sur l'environnement visant à mettre à jour le cadre juridique sur les questions environnementales. Plus de précisions avec Claire Gagnon. Un projet de loi cadre sur l'environnement a été approuvé récemment. Ce projet de loi consacre une révision de la loi de 2008 pour fournir au pays un cadre juridique actualisé en accord avec l'évolution des normes. L'objectif est de répondre de manière plus efficace aux défis de la feuille de route gouvernementale 2025 en matière de développement durable et de servir de base pour renforcer les actions de résilience des populations. Ce texte intègre des thèmes tels que l'économie circulaire, l'économie verte, l'économie bleue, le crédit carbone et la mobilité verte. L'ambition est de doter le pays de textes actualisés en fonction de l'évolution des normes visant à améliorer significativement le cadre de vie des citoyens en réduisant l'impact négatif des activités socio-économiques sur l'environnement. Il convient de souligner que lors de sa participation à la COP28, le pays a réaffirmé son engagement envers la réduction des gaz à effet de serre et sa volonté de continuer à promouvoir des politiques publiques en faveur de la protection de l'environnement et de la préservation des ressources naturelles. La page internationale, à présent, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait lancer un retrait progressif des casques bleus en République démocratique du Congo à partir de fin 2023, malgré les inquiétudes sur la violence dans l'est du pays. Le gouvernement congolais réclame depuis longtemps un retrait accéléré des casques bleus, jugeant leur présence d'inefficace. Les détails. Les États membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont pris note le 28 septembre de la demande de la République démocratique du Congo d'accélérer le retrait des soldats de la paix. Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général et chef de la MONUSCO. Le départ progressif de la MONUSCO de la RDC est en cours depuis un certain temps. Lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, le président Tshisekedi a appelé à l'accélération de ce processus à
partir du 23 décembre. C'est avec cette demande à l'esprit que j'appelle le Conseil à s'exprimer clairement sur les recommandations formulées dans le rapport du 2 août du secrétaire général sur l'avenir de la MONUSCO. Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, a souligné l'importance de tirer des leçons des interventions passées de l'ONU en Afrique. Ces réaménagements tactiques que le gouvernement congolais propose du retrait de la MONUSCO visent les objectifs ci-après. 1. Désamorcer la tension toujours croissante entre la MONUSCO et la population civile. C'est ici le lieu d'affirmer qu'il est temps que les Nations Unies, particulièrement le Conseil de sécurité, tirent les leçons de ces interventions en Afrique et changent de paradigme quant à ces missions de paix dans notre continent. Les casques bleus de l'ONU sont présents en RDC depuis près de 25 ans. Le Conseil devrait renouveler le mandat de la MONUSCO en décembre. Kinshasa et une partie de la population s'interrogent sur son efficacité à protéger des civils. Bonne nouvelle pour les Congolais résidant en France. Cette année, ils auront la possibilité de voter depuis la France. Si ces mesures ont été prises dans le but de rendre le vote accessible à tous, certains Congolais de la diaspora sont sceptiques quant à la transparence de ces votes qui auront lieu demain mercredi. Reportage. Ce mercredi, plus de 45 millions de Congolais sont attendus aux urnes pour les présidentielles. Ce vote concerne également la diaspora congolaise installée en France. Entre émotion et patriotisme, certains voteront pour la première fois à Paris et ces élections ont un enjeu assez particulier dans le contexte sécuritaire du pays. Quand on entend béton, c'est numéro 20, béton. Depuis que je suis à la France, je n'ai pas voté. Donc c'est toute première fois que j'ai voté à l'intérieur du pays. Voilà, donc c'est pour cela que nous sommes fiers. On voit même tout ce qui se passe là-bas, on voit ça, c'est pas vraiment bien, c'est horrible. Les gens ils souffrent là-bas, surtout à Nord Kivu là-bas, ça nous fait vraiment trop mal. Tu vois les enfants qui fuient par-ci par-là vraiment, donc c'est horrible. Il faut qu'on vote. La campagne a pris fin lundi et les Congolais de Paris essaient de croire en des élections crédibles dans une RDC balafrée par la crise politique et militaire. Parce que tout le monde sait qui sera le futur président. Ce ne sont pas des élections, comment je dirais-je, efficaces. Ce ne sont pas des élections avec des mesures sécuritaires aussi bien fiables. Non, c'est précaire, quoi. Donc c'est déjà truqué, on le sait. Mais est-ce qu'ils vont prendre ça en considération? Est-ce que ça sera bien organisé? Ça sera bien réparti pour nous qu'on est en étranger? Donc ça, si tout ça, ça sera en ordre, tout ça, ça sera bien, ça c'est une bonne idée. Ils sont au total 24 candidats qui sollicitent le vote du peuple et parmi eux, le président sortant Félix Tshisekedi qui brigue un second mandat. Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé la création d'un centre de production de vaccins au Rwanda visant à réduire la dépendance de l'Afrique aux vaccins importés. Le projet d'un montant de 150 millions de dollars permettra la distribution des vaccins à ARN messager aux 55 membres de l'Union africaine. L'usine construite à partir de conteneurs recyclés devrait être opérationnelle en 2025. Reportage. Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé lundi avoir franchi une étape clé dans la création au Rwanda de son premier centre de production de vaccins en Afrique, visant à renforcer l'accès aux vaccins ARN messager sur le continent. D'un montant de 150 millions de dollars, ce projet vise à réduire la dépendance de l'Afrique à l'égard des vaccins importés comme lors de la pandémie de Covid-19. Nous voulons contribuer à bâtir un écosystème durable et résilient de vaccins. L'essence de notre contribution ici en Afrique est claire. Les futurs vaccins potentiels doivent être produits en Afrique pour l'Afrique en répondant aux besoins régionaux et aux normes mondiales.
La construction de cette usine faite à partir de conteneurs d'expédition recyclés s'étendra sur 35 000 m² et sera achevée en 2024. La production devrait commencer l'année suivante selon le laboratoire. Le président Paul Kagame s'est félicité de ce projet. Au début, le consensus était que le vaccin ARN messager ne pouvait même pas être administré en Afrique. On disait que c'était trop compliqué pour nos systèmes de santé. Lorsque nous nous sommes lancés dans cette aventure pour fabriquer ces vaccins sur le continent, on nous avait dit que cela prendrait au minimum 30 ans. BioNTech prévoit d'employer une centaine d'employés locaux lorsque l'usine sera pleinement opérationnelle et de les former à la fabrication d'une multitude de nouveaux vaccins en utilisant la technologie ARNM. Dans le cadre du conflit israélo-palestinien, des Sud-Africains ont rejoint les rangs d'Israël pour apporter leur aide. Mais ces combattants pourraient être poursuivis dans leur pays pour leurs actes. Le président Cyril Ramaphosa s'est prononcé sur la situation à Gaza qu'il qualifie de génocide et appelle à un cessez-le-feu. Plus de précisions dans cet élément. Les Sud-Africains qui combattent pour Israël pourraient faire l'objet de poursuites dans leur pays. Le ministère des Affaires étrangères s'est dit gravement préoccupé par les informations selon lesquelles certains Sud-Africains auraient rejoint l'armée israélienne dans le combat à Gaza. Le président Cyril Ramaphosa fait allusion à l'apartheid. En examinant les souffrances des Palestiniens, nous constatons des similitudes avec ce que nous avons vécu en tant qu'Africains du Sud. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que ce qui se passe à Gaza est une attaque génocidaire et un massacre du peuple palestinien. Face à l'ampleur de la situation humanitaire causée par les frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne, le président sud-africain continue d'employer les termes les plus durs. Il dénonce. Mais ce qui se passe maintenant à Gaza est au-delà de l'injustice. C'est un génocide et c'est pourquoi nous le qualifions de génocide contre un peuple et de punition collective contre des innocents. Et c'est pour cela que nous avons appelé à un cessez-le-feu. L'Afrique du Sud a toujours défendu la cause palestinienne. Israël se dit prêt à se battre pour encore des mois, voire plus, pour vaincre le Hamas. Au Soudan, depuis 6 mois maintenant, une guerre oppose les paramilitaires et l'armée du pays. Hier, ces paramilitaires se sont accaparés de Roufa et ont envahi la ville voisine de Ouad Madani. Ces villes qui étaient devenues des lieux de refuge pour plusieurs personnes échappant au conflit dans la capitale. Quelle est la situation actuelle dans le pays? Les éléments de réponse dans cet élément. Engagés dans un conflit avec l'armée depuis le 15 avril, les paramilitaires soudanais ont saisi Roufa lundi et mené de nouvelles incursions dans la ville voisine de Ouad Madani. Les deux zones sont situées dans l'état d'Al Jazira qui jusqu'à présent était épargné par les hostilités. Vendredi, les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide ont gagné Ouad Madani à 180 km au sud de Khartoum. Et dans une déclaration publiée sur le réseau social X, les FSR ont annoncé avoir pris le contrôle de la première division d'infanterie de l'armée à Ouad Madani, qui selon l'ONU compte plus de 270 000 personnes ayant besoin d'assistance. Assurant la stabilisation de la situation sécuritaire dans l'état d'Al Jazira, l'armée a pour sa part appelé les habitants à ne pas quitter leur maison. En 8 mois, le conflit armé a fait au moins 12 000 morts et plus de 6 millions de blessés, selon l'ONU.
Des manifestants au Royaume-Uni dénoncent un projet de loi anti-immigration controversé, tandis que le gouvernement signe un traité avec le Rwanda pour expulser les migrants arrivés illégalement, malgré les critiques de l'opposition et des ONG. On en sait un peu plus avec cet élément. Ils étaient des dizaines lundi devant le ministère de l'Intérieur au Royaume-Uni pour dénoncer le projet de loi controversé du gouvernement britannique qui veut obtenir la majorité autour de sa loi anti-immigration. Pour l'ancien chef des travaillistes Jeremy Corbyn, le renvoi des migrants vers le Rwanda reste illégal. Cette manifestation est en faveur du droit des gens à demander l'asile. Nous condamnons le gouvernement pour avoir fait adopter une loi par le Parlement pour essayer de contourner un jugement de la Cour suprême qui a jugé illégal le renvoi de personnes au Rwanda. 3 semaines après le rejet de ce projet, Londres et Kigali ont signé un nouveau traité pour expulser des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Florence Ondoura a fui la Namibie, tentant d'obtenir l'asile, mais sa demande n'a pas eu gain de cause. En Namibie, j'étais une activiste et je défendais les droits de mon peuple à travers la Fondation contre le génocide des Herero. Je sentais que je n'étais pas en sécurité, je suis arrivée ici et je demande réparation. Mais le gouvernement britannique estime que ce n'est pas une raison suffisante pour rester ici. Il me demande de rentrer chez moi, estimant que je serai en sécurité là-bas, ce qui n'est pas vrai. Pour les ONG Stand Up to Racism et Care for Calais qui ont brandi les pancartes dans les rues de Londres, ce projet de loi anti-immigration doit être abandonné et le Royaume-Uni doit accueillir des réfugiés et des demandeurs d'asile venant de tous les pays du monde. C'est ainsi que se referme cette édition de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.